il n'y a pas de mieux que les romans, la fiction, les personnages, pour nous faire comprendre qui est l'autre. Ça me rassure aussi d'avoir mes livres avec moi. C'est un peu des compagnons et des amis, en fait, depuis tout ce temps, les personnages qui sont dedans. Donc c'est comme de n'être jamais seul. Bonjour à toutes et à tous, on est en direct de la télé du Salon de Montreuil, c'est le 2e jour, hier c'était l'inauguration, une soirée forte en émotions et ici, aujourd'hui, tout de suite à cette heure-là, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société et aujourd'hui on a décidé de parler du manga. Avant de la discussion, j'accueille Sylvie Vassalo, la directrice du festival. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, le manga, la lecture, ça n'a pas toujours été évident. Disons que je vais pas répondre à la question qui vous intéresse, qui va donner lieu à la discussion de tout à l'heure. Est-ce que le manga est en mutation, en déclin? Mais j'ai plutôt envie effectivement de m'intéresser à la question de savoir en quoi le manga apporte une lecture singulière des littératures de jeunesse. Et est-ce que le manga, c'est bien pour la lecture ou pas? Je pose cette question parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Il y a des parents parfois qui me disent mon enfant lit pas ou alors il lit que des mangas. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est grave de lire que des mangas? En fait, j'ai envie de dire que le manga, c'est vraiment une lecture singulière et je comprends bien pourquoi les enfants et les jeunes sont férus de manga. Il y a une identité graphique, une esthétique visuelle qui est très forte, avec des cadrages, avec des découpages qui sont très différents de la bande dessinée classique, avec des onomatopées, avec des formes de mouvements dans l'image, une esquisse du trait qui fait qu'il y a une lecture qui est addictive et qui est rapide et qui correspond bien aussi à la fougue qu'on peut avoir quand on est enfant ou quand on est jeune. La forme même du manga qui est très identifiée par les enfants, le fait que ça se lise dans l'autre sens que nos sens de lecture, le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions dans la manière dont d'émotions, d'aventures, tout ça, ça concourt à mon avis à faire une forme de lecture très intéressante et peut-être la chose qui s'ajoute à ça, c'est le fait que ça permet de découvrir un autre continent, une culture qui est tout à fait différente. C'est vraiment un vaste monde dans lequel parfois les adultes se sentent un peu exclus quand ils voient les jeunes le lire, mais qui me semble être une forme très intéressante. Et puis je pense que vous allez en parler. Il y a aujourd'hui des créateurs de mangas en France. Et dans les pépites littéraires du salon, il y a une dessinatrice de manga qui a produit le premier et le 2e tome de Yon. Donc je vous invite aussi à le découvrir. Effectivement, on va parler de ce livre aux monstres balles de ping-pong. Merci beaucoup Sylvie et on te retrouve demain. À demain. On avait dit qu'il s'agissait à un moment d'une passade, même d'une sorte de mode ou d'un truc d'ado. Et finalement, 25 ans plus tard, il est encore là, ce sacré irréductible manga. Et d'ailleurs, on peut dire aujourd'hui qu'il fait pleinement partie du marché de l'édition française. Et d'ailleurs, ces enjeux sont grands aujourd'hui. Comment le marché a-t-il évolué? Que signifie cette courbe descendante qu'on peut observer ces dernières années? Et finalement, 25 ans plus tard, quelles sont les perspectives du manga et est-ce qu'il doit se réinventer? Avec moi pour répondre à toutes ces vastes questions, j'ai Benoît Huot à ma droite. Vous êtes responsable éditorial manga chez Glénat. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici. À ma gauche, Mathieu Pinon. Vous êtes journaliste spécialisé en manga et auteur,
on peut le dire, je crois, d'une bible du manga. C'est très aimable, merci pour le compliment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. De l'autre côté de la table, j'ai Tohan. Vous êtes l'auteur et l'illustrateur de l'incroyable série Run to Heaven que je conseille, mais pas forcément aux âmes sensibles. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Et enfin, on l'a déjà presque spoilé avec Sylvie, Rioun Rechamp, vous êtes éditrice chez Dargaud, notamment de Yon dans la collection Combo. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec moi ce midi. Pour commencer, une question simple, Benoît. Alors c'est vrai qu'on parle d'une baisse de marché du manga en France depuis 2, 3, 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe et à quoi c'est dû ? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement, ça fait depuis 2 ou 3 ans que le manga est en baisse à la fois en termes de vente de volume et en termes de valeur. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre les choses en perspective. Je vous apprends rien, 2020, il y a eu ce qu'on appelle un confinement, petit événement sporadique au regard de l'échelle de l'univers. Et en fait, juste après 2020, les librairies ont connu un boom de fréquentation. Ce qui fait qu'en 2020, le secteur du manga en particulier a fait plus que doubler. Ça veut dire qu'en un an, il était déjà relativement gros, il a fait plus que doubler. Donc il est tout à fait compréhensible qu'à partir du moment où on a, on va dire, une phase de surchauffe avec un marché qui double en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, après, il y a une phase de recadrage. Surtout qu'en plus, on peut mettre ça en perspective, c'est-à-dire que si on compare par exemple les chiffres de 2019 par rapport à ceux de 2024 ou même de 2025, certes, 2024 et 2023 sont en baisse, mais les chiffres que nous avons actuellement sont toujours largement supérieurs à l'année 2019. Et si on étudie aussi les chiffres sur un angle un petit peu plus grand, c'est-à-dire sur 10 ans, on va dire 2016-2025, on est toujours encore plus en progression, puisqu'en fait, quand je disais qu'en une année, en 2021, le marché avait plus que doublé, dans les faits, par rapport à l'année 2016, il avait en réalité triplé. Donc oui, on a des chiffres qui sont en baisse, mais qui sont toujours largement supérieurs à ce qu'ils étaient avant. Oui, donc rien de particulièrement inquiétant. Mathieu, il y a aussi cette dépendance au marché japonais, avec beaucoup de titres qui viennent de là-bas et avec aussi ces grosses locomotives, One Piece, etc. Comment on l'explique qu'il y ait encore aujourd'hui cette dépendance et comment se porte le marché là-bas ? Oula, ça fait beaucoup de questions. Surtout que je vais aussi rapporter une petite précision par rapport à ce qu'a dit Benoît. C'est qu'il y a un autre facteur pour le marché français qu'il faut prendre en compte, qui était le pass culture, qui a aidé beaucoup d'adolescents à pouvoir investir dans les mangas et qui aujourd'hui, étant arrêté, forcément, il y a moins d'achats. Pour ce qui est du marché japonais, c'est-à-dire qu'il y a des licences qui durent justement. On se retrouve avec des Dragon Ball, des One Piece, des Naruto. Et depuis quelques années, c'est la première fois qu'on voit ça dans le marché japonais. Il y a des reprises de ces licences. C'est-à-dire qu'après l'arrêt de Naruto, il y a eu Boruto. One Piece, Dragon Ball revient avec Dragon Ball Super. Il y a des itérations par d'autres artistes qui reprennent ces licences, un petit peu comme ce qu'on a en France avec Astérix, qui a été repris par Conrad, ou Lucky Luke, qui a été repris par d'autres dessinateurs. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit au Japon. Et je pense que, comme actuellement, tout le monde le sait, il y a vraiment une crise de la natalité au Japon. Il y a de moins en moins d'adolescents, notamment de jeunes garçons entre 10 et 15 ans, à qui se destine directement un marché bien spécifique qu'on appelle le shonen, ça veut dire jeune garçon. Et comme il y a de moins en moins de garçons, les éditeurs sont obligés d'ouvrir le spectre et de ne pas uniquement viser les jeunes garçons. Il faut savoir qu'au Japon, le marché est vraiment segmentarisé. En France, on connaît la bande dessinée pour les jeunes de 7 à 77 ans. C'est inimaginable. Au Japon, c'est par sexe, par tranche d'âge, par catégorie socio-professionnelle, si vous êtes plutôt à la ville, si vous êtes plutôt à la campagne. Et donc, les éditeurs doivent changer un petit peu. Et ce changement de paradigme déstabilise un petit peu le lectorat français qui est habitué à une recette qu'on va qualifier de jeune garçon aux cheveux hérissés qui jette des boules de feu. Alors, oui, ça vous fait rire, mais c'est vraiment une toute petite portion du spectre éditorial au Japon, mais en France, ces mangas représentent à peu près la moitié du marché. Donc vraiment, il y a une appétence pour ce genre en particulier qui est un petit peu en bascule au Japon, et donc ça se répercute actuellement en France sur un lectorat qui ne voit plus les mangas hamburgers classiques tels qu'ils avaient, mais doivent découvrir maintenant, il y a du poulet pané, et puis il y a des kebabs, et puis il y a même des plats dans des assiettes, et s'orienter vers d'autres lectures. Fini les cheveux hérissés.
Il y aura toujours des cheveux hérissés, quoi qu'il arrive. Ça perdurera. Ça fait plus de 50 ans que ça dure et c'est pas prêt de s'arrêter. Toan, vous avez été à un moment aussi un jeune garçon. Est-ce que vous étiez un gros consommateur de shonen? Ah, bien sûr. Bah, je pense que moi, j'étais né dans l'époque, les années 90. Donc, à cette époque-là, le catalogue, il était beaucoup moins rempli qu'aujourd'hui. Ce qu'on lisait, c'était Dragon Ball, c'était Akira, c'était Gun. C'était des trucs que je lisais dès l'enfance. Donc, vraiment, c'est des choses qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Sauf que Gun et Akira, c'est pas vraiment du shonen. Mais je lisais des choses qui n'étaient pas vraiment de mon âge à l'époque. Je pense notamment à l'habitant de l'infini. Et donc, tout ça, c'est des choses, quand on est toute une génération de gosses qui, quand on a vu ça, on était, je pense, assez fascinés par à la fois la violence et aussi la douceur, la poésie. Je pense notamment à Gun qui m'a vraiment bien marqué, en fait. Et oui, quand je vois ce genre de... Ce qui me fascinait dans ce manga-là, c'est vraiment... y a des leçons de morale, il y a aussi des leçons d'amitié qui sont assez marquées. Et en même temps, il y a des problèmes qui sont résolus par la baston. Et finalement, on exprime un peu nos émotions, nos sentiments. Je pense que quand on est jeune enfant, c'est quelque chose qui nous enjaille beaucoup, à mon avis. Sur ces histoires effectivement d'amitié, de rêve, moi je retrouve complètement votre ouvrage. Il y a une fibre d'amitié forte qui est assez impressionnante. Si je le résumerai, j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut courir sur fond d'Apocalypse Now. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. Mélangé un peu avec Forrest Gump. Parce que forcément, quand on fait du manga, c'est pas forcément. On dit toujours, tiens, de quoi vous vous inspirez? Est-ce que vous inspirez d'autres mangas? Mais en vrai, pas forcément. C'est comme la BD, on s'inspire de tout ce qui nous entoure. On peut s'inspirer de films, de livres qu'on a lus. Donc moi, principalement, je me suis inspiré de pas mal de films que j'ai vus dans ma jeunesse, dont Apocalypse Now, mais d'une manière un peu, disons, mangaïfiée. Avec pas trop de cheveux hérissés, des cheveux plutôt bouclés. C'est une préférence. Ryun, justement, vous, pour relancer un petit peu la machine du manga, Dargo a lancé le label Combo. C'est le label dans lequel on retrouve Yon, mais aussi d'autres titres, on y reviendra peut-être. C'est la première fois, je crois, que Dargo fait du manga. Alors, ce label, il est né de quelle envie et il se positionne comment? Alors, le label Combo n'est pas vraiment destiné à faire du manga en soi, mais plutôt à l'idée de départ, c'est accueillir une nouvelle génération d'auteurs qui ont été influencés par le manga, par le comics, par le webtoon, par l'animation, par le jeu vidéo, etc. Donc, c'est pas que Dargo a vraiment pour vocation de faire du manga. On fait a priori de la bande dessinée, mais on s'est rendu compte qu'on n'est pas une maison d'édition qui attirait forcément les jeunes auteurs et autrices, qu'ils ne se dirigeaient pas naturellement vers nous, et on a voulu leur créer un espace où ils pourraient faire de la BD de fiction. C'est vraiment de la création, de la fiction. L'idée, c'est d'utiliser les genres classiques de la bande dessinée, donc la SF, le fantastique, le polar, etc. Mais que les auteurs et les autrices puissent s'exprimer avec leur code graphique et narratif actuel. À savoir, c'est vraiment de la BD hybridée. Et c'est de l'aventure, parce que ça peut passer par de la magie, des robots, des sorciers. Mais c'est écrit à travers avec un... Pardon, je réfléchis à comment le dire bien, mais c'est écrit. Il parle de sujets intimes, il parle de société, il parle d'écologie, il parle de plein de thèmes qui leur sont personnels, et ils sont surtout très proches des personnages, ce qui est un peu différent de la BD classique aujourd'hui. Et c'est ça l'idée de Dargo. Et effectivement, Camille avait envie de faire un manga, et donc on a Yon qui rentre très très bien dans le label. Avec des sacrés monstres qui n'ont pas l'air si effrayants, et Non. finalement... Des petites billes toutes mignonnes. Petite bille de ping-pong. Benoît, vous, à l'inverse, chez Glénat, ça fait quoi? Ça fait 40 ans que vous faites du manga.
Oui, facile. En fait, le manga, on le date chez nous dans 1989 lorsqu'on a découvert Akira. Même si les premiers mangas sont sortis un petit peu plus tard, parce qu'en 89, c'est le moment où on l'a découvert au Japon. Il a fallu faire le contrat, négocier, etc. Oui, nous on fait du manga depuis cette année. Enfin, depuis l'année 1989. Et je rejoins tout à fait les recherches. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'au niveau des auteurs, donc pour les mangas de création, donc quand on travaille en direct avec des auteurs, ces auteurs ont chacun une sensibilité, chacun un avis, chacun un univers. Et on sait que quand on reçoit des projets, en fait, on leur demande pas de nous faire une copie conforme de ce qui se produit au Japon, puisque si on veut une copie conforme de ce qui se fait au Japon, autant aller directement au Japon. Par contre, on est toujours effectivement vigilant sur ce que nous on appelle des facteurs de distinction, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cet ouvrage, ce projet qui m'est proposé est différent, sort de l'ordinaire, quelle est cette petite étincelle où je me dis ça je l'ai pas vu, ça j'ai envie de creuser, et donc c'est comme ça qu'on développe les différents mangas de création avec les auteurs avec lesquels on travaille. Justement, là, vous êtes venu avec deux, trois livres, je vois. Oui, ce sont les titres qui paraîtront donc en l'occurrence la semaine prochaine. Et donc parmi eux, justement, nous avons Stray Dog, donc qui est un tome 7. Donc Stray Dog par Van Ra. C'est donc Van Ra était la première auteure à faire du manga de création chez nous. Donc c'est une histoire qu'elle mène de main de maître depuis déjà plusieurs années, une sorte de réflexion sur justement l'intégration entre des créatures fantastiques, mi-humaines, mi-animales dans une société qui les rejette. Et ce qui est important, justement, on parlait tout à l'heure des problématiques du manga et du fait que ce soit écrit au niveau des personnages. Il ne faut jamais oublier qu'en fait, le but d'un manga, c'est absolument pas de raconter une histoire. Le but d'un manga, c'est de transmettre une émotion. Et en fait, pour transmettre une émotion, il faut vraiment que dans votre narration, vous soyez à hauteur des personnages. Et c'est pour ça que justement, quand vous lisez un manga, vous riez, vous tremblez, vous frissonnez, vous pleurez. Et si vous ressentez pas ça, il faut lire un autre manga. Alors tout à l'heure, je parlais de One Piece, mais avant les années 2000, il y a eu aussi le fameux Naruto. Ryun, vous, avant Dargo, vous étiez chez Kana et vous avez notamment travaillé sur Naruto. Est-ce que, sans créer un bad buzz, est-ce que les premiers tomes, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont plus patrimoniaux que d'actualité ? Alors, je voudrais juste rectifier un petit peu. Effectivement, j'ai commencé chez Kana comme assistante éditoriale et j'ai travaillé sur Naruto. Donc, je vais répondre à la question de manière un petit peu floue, mais parce que j'en ai parlé avec mon collègue Timothée de chez Kana, qui me disait, alors lui ne considère pas que Naruto soit du patrimonial, par contre, il dit qu'aujourd'hui, dans la narration des mangas actuels, effectivement, les choses vont plus vite peut-être que par rapport au premier tome de Naruto, où les enjeux aujourd'hui ont tendance à se révéler plus tôt dans l'histoire, alors que ça prenait plus de temps à l'époque. Mais c'est pas pour ça que ça en fait du manga patrimonial. Mathieu Pinot, je vous vois secouer la tête de gauche à droite. Non, plutôt j'opine du chef. Et en fait, par rapport à ce qu'a dit Benoît sur le fait que le manga n'est pas là pour raconter une histoire, mais déclencher des émotions, c'est quelque chose qui fait que justement, beaucoup de personnes encore s'interrogent en France sur mais pourquoi est-ce que le manga ça marche Le manga vient apporter quelque chose aux lecteurs enfants et adolescents, donc vraiment qui viennent au salon du livre, jeunesse, que la bande dessinée ne sait plus faire. Et en fait, très simplement, on peut quasiment dire que la majorité des mangas d'aventure, action pour les jeunes garçons, encore une fois, développent le même schéma narratif, le fameux schéma qu'on retrouve aussi dans Star Wars, etc. À savoir, on a un jeune garçon qui va se retrouver avec des objectifs à atteindre, il va y avoir un mentor, il va échouer, il va se relever. Et en fait, tout ce roman initiatique, quand on a 9 ans, qu'on grandit avec le héros, car le héros vieillit au fur et à mesure de ses aventures. Autant Lucky Luke reste le même, Spirou reste le même, Tintin, Astérix restent les mêmes tout au long des tomes. Entre le premier tome de Naruto et le dernier tome de Naruto, Naruto a évolué. Si vous prenez One Piece, il y a même les personnages subissent les séquelles du temps, ont des stigmates physiques avec des cicatrices, et ces choses-là, les lecteurs savent très bien le pourquoi du comment. Et ces transformations, quand on entre dans l'adolescence, les lecteurs le vivent quasiment dans la chair en même temps que leurs héros. Et c'est pour ça qu'on peut voir à chaque décennie quasiment arriver un nouveau titre emblématique pour une génération. Les lecteurs de Dragon Ball ne sont pas les mêmes lecteurs que les lecteurs de Naruto, qui ne sont pas les mêmes lecteurs que les lecteurs des Chevaliers du Zodiaque. C'est parce que on commence à 9-10 ans et on suit ça.
Ça, j'ai parlé des mangas pour garçons, première chose. Deuxième chose, on a très très peu de bandes dessinées en France qui s'adressent à un public de jeunes filles. Les jeunes lectrices sont vraiment négligées par la BD. Or, au Japon, ils y pensent tout le temps. Et là aussi, il y a une demande de la part du lectorat que la bande dessinée n'assure pas, et dans lequel les jeunes filles se plongent à corps perdu. Donc quand on prend tout ça, on comprend mieux pourquoi, effectivement, quand on parle du manga, c'est pas patrimonial, parce que si on découvre Naruto aujourd'hui à 9 ans, l'impact sera le même. Ce qui est en revanche très intéressant, c'est de voir la toile de fond. Ce qui se passe derrière l'avancée du héros, le décor. Encore une fois, je prends l'exemple de Star Wars. L'histoire de Luke Skywalker, quelque part, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de voir qu'on est dans un univers quasiment de Deuxième Guerre mondiale, avec une résistance face à la tyrannie d'un empire. Dans Naruto, on a exactement ça. On a vraiment tout un contexte géopolitique qu'on retrouve également dans One Piece. Et c'est pour ça que l'histoire du manga moderne, on se rend compte que chaque manga, quand il date de telle ou telle année, telle ou telle période, il reflète un petit peu un aspect social, un aspect politique, un aspect économique du Japon ou du monde. Et comme quoi, les jeunes qui lisent des mangas à telle période, c'est aussi une prise de contact avec le monde qui les entoure. Voilà, j'étais très très long, désolé, mais il fallait que je puisse répondre à toutes vos questions. Non, mais effectivement, comme quoi quelque chose de politique, là où certains détracteurs peuvent encore dire le manga n'est pas sérieux, etc. En fait, c'est politique. Et c'est ce que réussit Toan avec Run to Heaven, c'est ce que réussit Camille avec Yon, c'est des thématiques françaises. C'est pour ça que la création française, on ne copie pas le Japon. On apporte des problématiques que connaissent les jeunes en France. Et Toan, tu voulais intervenir, Oui, je voulais rebondir là-dessus par rapport au côté politique, parce qu'il me semble, dans Akira, au début, on voit des scènes d'émeutes, de gens qui protestent et tout ça. Et en fait, c'est en fond, et je pense que c'est en référence à certaines manifestations par rapport au Japon, par rapport à certains droits, etc. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, enfin, l'histoire, elle reste quand même importante, mais c'est vrai que le personnage, il est quand même vraiment bien mis en avant. C'est surtout lui qu'on le suit, et à travers lui, on va découvrir son univers, le contexte géopolitique, et surtout ce qui renforce le truc, c'est qu'en plus de ça, on est vraiment derrière lui avec ses émotions. Les émotions sont renforcées avec beaucoup plus de gros plans. Même des fois, je vois la différence. C'est vrai qu'en BD, on fait beaucoup on est plus sur la patte du dessin. On aime bien tout dessiner. Et ce que j'aime bien dans certains mangas, c'est que des fois, il arrive qu'ils font juste un décor en premier lieu, et après on laisse le reste imaginer. On est juste dans la tête des personnages, et des fois juste une case blanche, une grande case blanche avec un personnage, ça peut suffire à transmettre une émotion, sans avoir à se dire j'ai envie d'impressionner les gens avec du pur dessin, d'architecture, etc. Mais ça dépend des mangas aussi. En fait, ça dépend des BD et de tout genre. Benoît ? Oui, je voulais juste apporter quelques éléments. Déjà, en premier lieu, même si bien évidemment il y a une segmentation au Japon des histoires, faut pas oublier que c'est pas parce qu'une histoire s'adresse à un type de lectorat qu'elle n'est pas lue par l'autre. Je vais prendre un exemple tout simple, le Weekly Shonen Jump, donc magazine dans lequel était publié Naruto, dans lequel est publié One Piece, il y a la moitié de son lectorat qui est un lectorat féminin, tout simplement. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on a des histoires à destination des jeunes filles qu'elles ne peuvent pas être lues par des garçons. Moi, une de mes histoires préférées du catalogue Glénat, c'est l'Académie Alice, qui est un shoujo. Après, par rapport au personnage dont tu parles, Toine, je suis tout à fait d'accord. Je tiens juste aussi à signaler qu'on peut bien évidemment avoir une lecture politique des ouvrages, mais ça ne veut pas dire que tous les mangaka y mettent une implication politique. Par exemple, Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, on peut voir énormément de thèmes dans son histoire parce qu'effectivement, il aborde énormément de choses, il se nourrit de l'actualité. Mais par contre, il a toujours été clair en mode, non, son manga est d'abord un manga de divertissement. Les lecteurs y trouvent ce qu'ils souhaitent, mais ça reste d'abord et avant tout une œuvre d'aventure. Toine, vous vouliez... Je sais plus, je crois que je voulais réagir aussi. C'est vrai que par rapport au public féminin, c'est vrai qu'il y en a qui retrouvent beaucoup par rapport à certains mangas. Je pense notamment à Junji Ito, Maître de l'horreur, qui a attiré un énorme public féminin. Et notamment, je repense dans mon enfance à Kenshin, le vagabond, où je me souviens qu'avec ma sœur, on en parlait beaucoup, et ça avait un lectorat assez féminin du fait que les personnages étaient assez fins, et même si l'histoire, c'est une histoire de baston,
ça reste quand même une histoire de rédemption et avec des samouraïs quand même plutôt beaux gosses. Donc c'est vrai que ça peut jouer. Et Junji Ito et ses spirales infernales, ça me fait encore froid dans le dos. Alors, quelle perspective, on en a un petit peu parlé, le manga a-t-il et vers quoi pourrait-il aller creuser? C'est la question qu'on se posera après cette petite pause Kiboukin, où nos auteurs répondront à la question: quel personnage tu aurais aimé être? J'aurais adoré être Mary Poppins. J'aurais beaucoup aimé être un membre du Club des 5, le 6e membre du Club des 5. Moi, j'aurais aimé être Robin des Bois juste parce que, voilà, voler, j'adore ça. Mary Poppins, c'est cette adulte qui arrive avec le vent. Elle danse et chante. Elle comprend les enfants. Je me souviens avoir passé des heures dans la salle de bain à me dessiner des taches de rousseur sur le nez et un peu sur les joues, façon Fifi Brin d'Acier. J'aurais aimé être Jim Hawkins, ce jeune garçon qui va partir à bord d'une goélette pour une île qui abrite un trésor. Voilà, il y a une espèce de truc chez Robin des Bois, au-delà du vol, quelque chose de révolutionnaire et de social que j'adore, quoi. C'est en gros voler les riches pour partager avec les pauvres. Je comprends pas pourquoi ça fait pas fantasmer plus de gens que ça. Elle est clairement du côté des enfants. Elle met de la magie dans les choses simples de l'existence. Les contraintes deviennent légères. Elle s'envole, elle arrive, elle repart avec le vent comme les graines. J'ai commencé à lire beaucoup, je vivais à la campagne, j'avais pas de frères et sœurs. J'ai lu très tôt et beaucoup. Et ce qui me fascinait aussi donc dans le Club des 5, c'est en plus du côté aventure, c'était le côté fratrie, le côté famille. C'est jamais formulé, mais le vrai trésor dans le livre, c'est pas les lingots d'or, les doublons, les sequins. Le vrai trésor, c'est l'aventure. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête presque chaque jour, il faut pas se tromper de trésor dans la vie. Je trouvais qu'elle était totalement insolente, elle avait un singe comme copain, elle entraîne les autres, c'est une chef de bande, elle prétend qu'elle est fille de pirate. Avec mes cousins, on était très très fiers parce que supercalifragilisticexpialidocious, on connaissait le mot magique, on était prêts. Mary Poppins. Rioun, vous, quel personnage de manga vous auriez aimé être? Oh, à froid comme ça. Certainement un personnage de shoujo, parce que je suis très très fan de shoujo. Lequel, je ne sais pas, mais oui. Mathieu Pinon, pour revenir un petit peu au marché, à la fin de votre ouvrage, vous faites dialoguer plusieurs éditeurs. Et j'ai été frappée par ce que dit un moment Karim Talbi de Izan Manga, qui dit 250 tomes publiés par mois. Qui a le portefeuille pour ça? C'est complètement dingue. Je me demandais si c'était pas cette masse de publications aussi qui étouffe un peu le marché. Alors j'en profite déjà pour saluer Karim qui a cédé sa société Izan Manga à d'autres responsables aujourd'hui. 250 tomes, je crois qu'on est à plus aujourd'hui, Benoît. Alors, j'ai pas le nombre de tomes en tête, mais ce serait pas surprenant, effectivement. Je pense qu'on a énormément de tomes. Je crois qu'on est à 300 quasiment. Ouais. Alors, qui a le portefeuille? Personne. Voilà. De même, qui a le portefeuille pour s'acheter tous les romans jeunesse qui sortent par mois? Personne non plus. Donc, ça a un gros avantage, c'est qu'on a une diversité et que donc chacun peut se créer sa mangathèque personnelle. Et vraiment, en fonction de sa sensibilité, choisir ses œuvres. L'autre chose, alors, moi je me souviens quand j'ai commencé à acheter du manga à l'époque, je pouvais acheter tout ce qui sortait dans le mois parce qu'il y avait vraiment très très peu de sorties. Aujourd'hui, je sais faire des choix. Par contre, j'ai constaté que chez les jeunes, il y a vraiment une évolution de l'achat. Auparavant, il y avait... Sur une bande de 5 copains, il y en avait un qui allait acheter telle et telle série, un autre qui allait acheter 2 autres séries, et après on se les passait. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus sur des séries fédératrices que les 5 vont acheter. Donc d'aucuns diront qu'il y a un manque de curiosité.
Moi, je pense plus qu'il y a au contraire une espèce de solidarité qui s'est créée. Mais pour revenir à votre question, non, personne ne peut tout acheter, mais au contraire, ça veut vraiment dire qu'on a un choix dingue. En revanche, ce choix dingue, c'est une goutte d'eau par rapport à la diversité qu'il y a vraiment au Japon. Moi, on s'amuse toujours sur les couvertures d'histoire du manga moderne, parce que là, c'est la 5e édition qui est sortie. Vous pouvez voir qu'il y a un petit garçon, il y a une adolescente, qui sont donc les deux personnes auxquelles on pense tout le temps. En arrière-plan, il y a un salaryman, un employé de bureau d'une 40aine d'années, et si vous retournez le livre, vous verrez qu'il y a une petite mamie dans le fond, et ce qui prouve qu'au Japon, il y a vraiment des mangas pour tout le monde. Et par exemple, des mangas pour les personnes du 3e âge, en France, on n'en a quasiment pas aujourd'hui, alors qu'il y a des choses vraiment passionnantes même, des titres sur la fin de vie par exemple. Donc on a déjà un grand crible qui permet d'avoir uniquement le meilleur. Les titres qui n'ont pas marché au Japon n'arrivent pas en France, donc on a vraiment cette chance d'avoir quasiment que les titres de qualité. Même s'il y en a beaucoup, au moins on sait qu'on peut presque y aller les yeux fermés et qu'on ne risquera pas d'être déçu. Il y a une drôle de petite tortue aussi. C'est un kappa, c'est une créature mythologique. Nous avons mêlé des personnes réelles avec des créatures mythologiques pour montrer que c'est le fantastique et l'imaginaire qui rejoignent le côté réel de la société, ce qui est vraiment la ligne éditoriale de ce livre. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à ce que disait Mathieu pour donner un ordre d'idée. Le rapport entre le marché du manga en France et le marché du manga au Japon, il est de 1 à 7. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a 7 fois plus de livres, de titres qui sont produits, qui sortent, etc., par rapport à la France. Le secteur du Japon, lui aussi, a connu une baisse. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, le rapport, il était de 1 à 17. Et le rapport est de 1 à 10 économiquement, parce qu'on dit toujours « Ah, la France, 2e marché après le Japon ». Alors, on est quelque part entre 350 et 400 millions d'euros sur le chiffre d'affaires français. Au Japon, c'est 4 milliards. Donc oui, alors on est 2e, mais la marche est haute. Voilà, ils sont très 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 loin devant. Tout simplement. Ryun, avec Yon, il y a aussi cette figure de l'auteur hybride. Camille Breton l'avait dit un petit peu, elle va aussi faire de la BD, de l'illustration. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de sortir des cases un peu des fois serrées du manga ? En fait, tout part vraiment de l'envie de Camille. C'est vraiment elle qui décide. Et Camille, son rêve, c'était de faire un manga vraiment très manga, dans le sens où ça se lit dans le sens japonais. Elle a fait, dans le premier tome, les trames manuelles. Au niveau de la narration, etc., elle s'est vraiment engagée à faire une vraie série manga. Maintenant, oui, Camille, elle vient de l'animation, elle a plein d'autres envies, et donc c'est elle plutôt qui n'a pas envie de rester dans des cases, en fait. Elle a déjà fait une série BD en 5 tomes avec les BK, aussi sur des jeunes filles, et après elle repart sur une histoire fantastique en 3 tomes, mais plutôt BD. Et elle voudrait alterner, elle voudrait faire les deux. C'est plutôt elle qui décide, en fait, qui fait ses choix, ses propres choix en tant qu'autrice. Et à l'auteur de s'adapter. Tout à fait. Et alors, Toan, vous travaillez de façon traditionnelle, il faut quand même le souligner, parce que ce n'est plus le cas de tout le monde. Combien d'heures par jour vous travaillez pour en venir à ce résultat ? J'ai vu une vidéo où vous disiez que vous étiez comme dans un monastère. Comme dans un couvent, oui. Dès le lever du jour, je travaille vraiment toute la journée là-dessus. Et c'est du 8h, 20h. Avant, je faisais jusqu'à 23h, mais j'essaye de me prendre du temps le soir. Et vraiment, je me fixe comme objectif de faire au moins 1 ou 2 pages par jour. Comme ça, je me dis que j'ai un objectif à accomplir chaque journée. Et je continue comme ça pendant 8 mois pour sortir un tome. Et si ça ne vient pas, comment vous faites ? Quelle pression ? Il faut dessiner. En fait, j'avais déjà, pour ce qui est de l'exécution des planches, normalement, il y a des difficultés quand on n'a pas les bonnes références de voitures ou des choses comme ça, il faut les chercher. Mais normalement, c'est déjà planifié puisque en amont, j'ai travaillé sur mon scénario et j'ai fait un storyboard qui fait tout le chemin de fer de mon manga. Donc si mon manga il fait 280 pages, j'aurais déjà... Alors, ce qu'on appelle un storyboard, c'est un brouillon pour la bande dessinée. Donc, c'est mon découpage et j'ai en dessiné très rapidement. Et comme tout est établi en avance, moi, j'ai déjà mes objectifs. Donc, je sais déjà ce que je dois faire. Après, le truc, c'est qu'il faut que je trouve les moyens de réussir à l'exécuter.
Et justement, je me demandais, est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous ressentez, maintenant que vous avez commencé une série, cette pression à la publication ? Eh bien, au départ, oui. L'éditeur n'écoute pas. Au départ, oui, j'y pensais très souvent. Et au fur et à mesure de la série, je me suis dit que finalement, tout ça ne dépend pas de moi. En fait, c'est par rapport à l'éditeur, au libraire. Et en vrai, moi, au départ, ça me minait un petit peu dans la tête. Donc forcément, on se dit, est-ce que j'ai des lecteurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir me voir en dédicace ? Mais au final, j'ai appris à laisser un peu aller tout ça et à se dire, en fait, j'ai juste à faire ce que je sais faire et après, on verra. Benoît, en tant qu'éditeur, comment on fait pour gérer à la fois ce besoin de publier vite et en même temps le bien-être de ces auteurs, de ces autrices? On le fait de manière extrêmement humaine, avec beaucoup de compréhension et beaucoup de bienveillance. En premier lieu, donc par rapport à cette pression de la publication, ce qui est important, ce qu'on communique à nos auteurs, c'est que de toute façon, tant que le titre n'a pas été présenté aux équipes commerciales pour aller voir les libraires, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'on veut s'assurer que le titre est suffisamment avancé, parce que si par exemple je dis dans 6 mois je vous annonce la sortie d'un nouveau tome et que l'auteur n'a même pas encore fait son storyboard, je sais que c'est quelque chose qui est humainement pas possible. Donc ça c'est le premier point. Et après je sais qu'on a assez régulièrement des questions notamment sur des suites de séries, sur alors quand est-ce que sort ce tome, etc. Et moi à chaque fois je dis toujours la même chose, est-ce que vous voulez un tome qui sort vite ou est-ce que vous voulez lire un tome de qualité ? Généralement, les personnes me répondent assez rarement qu'elles veulent un tome qui sort vite. Et à ce niveau-là, du coup, elles ne sont pas déçues puisque la suite sort. On est toujours sur effectivement le rythme, comme dit Tohan, d'à peu près entre 9 mois et 1 an par tome. Et ça permet aussi un énorme avantage par rapport aux auteurs, c'est que du coup, comme les tomes sont publiés, ça leur permet d'avoir un retour de leurs lecteurs pendant qu'ils travaillent sur la suite. Il y a toujours un décalage, mais au moins, ça leur permet de se dire « Ah bah tiens, ils ont accroché sur tel personnage, donc je vais le mettre un petit peu plus en avant. Je ne vais pas bouleverser mon histoire, mais s'ils accrochent sur tel personnage secondaire, je vais mettre quelques cases de plus, ça ne me coûte rien et ça fera plaisir au lecteur. » Pardon, oui, je voulais juste ajouter, je pense qu'il y a quand même pas mal de pression par rapport au marché du manga, du marché de licence en fait. Pour la création française ou européenne, c'est difficile de garder le même rythme. Il n'y a pas a priori pas d'assistant, il n'y a pas de studio, etc. Et je trouve qu'il y a quand même un peu de pression mis sur les éditeurs et les auteurs et autrices pour avoir quand même des publications assez régulières. Alors, oui, il y a une pression, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à un auteur, écoute, ton tome 2 sortira dans 5 ans, c'est une certitude. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, l'essentiel du manga, en l'occurrence en France, ça reste encore beaucoup de la licence, ce qui permet justement au manga de création, donc bien évidemment de se développer, de proposer une singularité qui lui est spécifique, avec un rythme qui est différent. Et les lecteurs sont tout à fait en mesure de comprendre qu'il y a un peu plus de temps, à partir du moment où justement les mangas de création sont, je dirais, beaucoup plus concentrés. Généralement, nous, c'est ce qu'on donne comme conseil à nos auteurs. On leur dit, comme ton tome, il va sortir une fois par an, il faut que ton lecteur il soit vraiment scotché, qu'il soit vraiment accroché pour avoir envie de revenir. Donc, n'hésite pas à l'inverse justement de Naruto dont parlait Mathieu tout à l'heure, où l'intrigue commençait à se déployer au bout d'un certain temps. On est vraiment dans une instantanéité et il faut donner énormément de choses rapidement pour que le lecteur en ait pour ce que j'appelle un retour sur divertissement. Et justement, une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le fait que vraiment au Japon, le manga, dans son ADN, ça passe par la prépublication. Donc, j'ai oublié d'en apporter un, mais quand on parlait de Shonen Jump tout à l'heure, c'est l'équivalent de Spirou, ça sort toutes les semaines, mais ça fait 500 pages. Chaque auteur doit faire un chapitre de 20 pages hebdomadaires. C'est pour ça qu'il a des assistants, comme disait Ryun, qui sont là pour l'aider à faire les décors, les lignes de vitesse, les trames, pour aller plus vite, parce qu'il faut vraiment rendre un chapitre chaque semaine. On est sur un côté série. Donc il doit y avoir un épisode chaque semaine, quoi qu'il arrive. En France, on a su s'émanciper de ça, même si vraiment il y a eu une époque où Spirou, Pilote, Tintin étaient vraiment phares avec le rendez-vous hebdomadaire. On a su s'en émanciper pour avoir quelque chose où on peut sortir un tome tous les ans. C'est un rendez-vous, on est plus sur un côté un petit peu long métrage. Et ça a cet avantage de pouvoir vraiment développer des œuvres qui sont
hybride dans la narration entre quelque chose qui est très feuilletonnant et quelque chose qui pourrait presque être proche du roman, au sens où il y a vraiment une histoire bouclée. Tout à l'heure, on parlait de Run to Heaven par rapport à Apocalypse Now, où il y a vraiment ce côté, ce lien. Par exemple, Ion, moi je pense que vraiment, Ion, c'est l'équivalent de Sa Majesté des Mouches, mais version 2025 et version féminine. Et quand on pense à Sa Majesté des Mouches à l'époque où ça a été écrit, ça reflétait son époque, et de même, Ion, ça reflète l'époque actuelle, mais avec un prisme féminin, et ça donne une nouvelle lecture à quelque chose qu'on pourrait dire, c'est pas une recopie, mais il y a vraiment cette même atmosphère. Et là encore, donc je réédite, de même qu'au Japon, on reflète les thématiques de société, en France, même si structurellement, d'un point de vue narration, d'un point de vue production, on n'est pas sur un rendez-vous hebdomadaire, il y a aussi vraiment ce reflet qui fait toute la force de la création française. Toan, vous vouliez rebondir ? Oui, je suis assez d'accord là-dessus, parce qu'à la base, c'est vrai qu'il y a ce côté feuilletonnant pour le manga, qui en fait sont des magazines où ils publient différentes histoires, et ensuite ils les lisent dans le métro, et ensuite ils les jettent comme des journaux, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu bâtard dans le fait de sortir directement un volume entier sans passer par la prépublication. C'est pour ça que... je ne sais plus sur quoi j'allais conclure, mais que c'était très différent entre le système japonais et français. Probablement sur comment créer le cliffhanger que vous avez créé à la fin du tome 1. Moi, je fonctionne toujours par cliffhanger. C'est chaque chapitre, comme les mangas que j'ai lus, c'est finalement le côté feuilletonnant aide à créer à chaque chapitre des cliffhangers, et c'est ce qui fait que les lecteurs suivent et se disent « Ah, mais je veux acheter le prochain numéro parce que je veux voir la suite ». Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour chaque BD, pour chaque fin de BD et chaque fin de manga, en fait. Benoît ? Oui, et il y a aussi un élément très important, c'est que comme on ne passe pas par la case prépublication, ça permet aussi aux auteurs de mieux, organiser leur histoire. Ils ne sont pas obligés de faire des chapitres de 20 pages. Si ils ont besoin de faire d'un chapitre que de 4 pages, parce que c'est juste une séquence courte, ils font un chapitre de 4 pages. S'ils ont besoin de faire un chapitre de 40 pages, ils peuvent faire un chapitre de 40 pages. Du moment qu'ils respectent la pagination totale de l'ouvrage, ils sont vraiment maîtres du rythme, et pas en mode toutes les semaines, il faut que je fasse un micro-cliffhanger. Et par rapport au terme de bâtard ou hybride qu'utilisait Toan, c'est aussi un gros avantage parce que, comme j'aime à dire, au Japon, il y a 3 types de mangas. Il y a les mangas qui se lisent bien chaque semaine, mais qui en volume relié finissent par vous tomber des mains. Il y a les mangas qui ne marchent pas avec un rythme hebdomadaire, mais quand on les découvre en volume relié, on fait « Ah, c'est bien !» Mais comme ça n'a pas marché en hebdomadaire, ils ont été abandonnés par l'éditeur. Et il y a les perles rares qui se marchent très très bien de manière feuilletonnante et une fois sortis en volume relié. Alors on l'a un petit peu évoqué tout au long de cette émission. Finalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet enjeu, Benoît, de récupérer aussi la jeune génération. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour y arriver ? D'ailleurs, c'est une question que je vous pose à toutes et à toutes. Ou est-ce qu'il manque encore des petits trucs ? Alors je pense qu'on a la majorité des ingrédients pour y arriver. N'oublions pas qu'avec ce que je disais, c'est que le XXe siècle, on était sur une civilisation de l'écrit, avec notamment le développement des livres de poche. Le XXIe siècle, c'est une civilisation de l'écran. Et le manga, justement, lui, se trouve au croisement de l'écrit et de l'écran, en proposant justement des images propres aux écrans et une narration propre aux écrits, et y ajoute en plus les émotions. Donc tous ces éléments sont véritablement là. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le manga, en tant que livre, ça reste un ouvrage culturel, et ça reste un ouvrage culturel pas comme les autres, mais parmi d'autres. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement qu'il puisse tirer son épingle du jeu et faire la différence. Et toute la problématique, c'est justement celle de capter et de conserver l'attention du lectorat, d'où l'importance des cliffhangers. J'apporterai une autre optique là-dessus, mais effectivement, l'écrit, l'écran, je suis tout à fait d'accord. En France, en Occident, on a vraiment tendance à mettre en conflit le papier et l'écran. Voilà. Regarder un téléfilm, regarder une série, c'est forcément moins instructif que lire un livre. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Au Japon, très rapidement, le manga a très vite compris qu'en fait, l'écran pouvait être un atout. Dans les années 60, les téléviseurs coûtaient extrêmement cher au Japon. Et donc, il y avait très peu d'enfants qui pouvaient regarder les épisodes des nouvelles séries comme Ultraman qui venait d'arriver à la télévision. Et ce que faisaient les producteurs, c'est qu'en même temps qu'il y avait l'épisode à la télévision, la même histoire était racontée sous forme de manga dans un magazine que les enfants pouvaient s'acheter. Ce qui fait que dans la cour,
Les gamins connaissaient tous l'histoire, ils pouvaient tous parler. Et l'avantage, c'est qu'ils avaient tous acheté les produits dérivés, donc on touchait vraiment le plus large public. Eh ben, oui, c'est quand même le marketing qui est derrière là. Mais très vite, le manga a su s'acoquiner avec la télévision et s'en faire un atout. Et aujourd'hui, on peut voir, donc on a cité Naruto, One Piece, on pourrait vraiment My Hero Academia et pléthore, sont adaptés en dessin animé. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont découvrir le dessin animé en premier lieu parce que c'est une génération d'écran. Et puis, à un moment, ce dessin animé s'arrête au bout de telle saison. Il fait « Ah, je voudrais bien connaître l'histoire !» Mais tu sais quoi ? Dans le manga, ils sont pour jouer en plus. Et donc, ils vont se tourner vers le manga pour avoir l'histoire. Ils vont se mettre à lire un manga parce que c'était le titre qui leur plaisait. Et de fil en aiguille, ils vont lire un deuxième manga, un troisième manga. Et puis plus tard, peut-être de la bande dessinée, puis du roman. Donc, au contraire, grâce à cette connexion qu'il y a avec les écrans, je pense que le manga est aujourd'hui, en production littéraire en France, le plus à même d'absorber la jeune génération pour la tourner vers la lecture. Une forme de fluidité des genres. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle quand même vos actualités à chacun et chacune. Benoît Huot, un manga, on l'a dit, on l'a pas montré, autour de l'univers de Pampoko à l'occasion de l'exposition Isao Takahata. Et bien sûr, roulement de tambour, le 112 One Piece en décembre. Mathieu Pinon, on peut vous suivre. Il y a ce magazine Otaku Manga. Est-ce qu'on connaît? Alors, uniquement sur abonnement, destiné à un public de 10 à 17 ans, et avec une ligne éditoriale justement très didactique, pédagogique, qui prouve que le manga peut aussi être un atout pour apprendre, aussi bien par rapport aux matières qu'on a à l'école, que apprendre la vie, apprendre la société. Le dossier du prochain numéro, on sait Alors, déjà le dossier du prochain numéro, c'est la cuisine. Daignez croire qu'on vient de le boucler avec la maquettiste. On salive vraiment à chaque fois qu'on travaille dessus. Terrible d'en parler maintenant. Toan, vous continuez sur votre lancée. Vous êtes en train de fabriquer, construire, dessiner, raconter le 3e tome. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire? Ah, ça c'est compliqué. C'est compliqué, je peux lancer un thème, mais disons que ça peut parler, d'amour. Oh là là. Rioun Rechamp. À l'opposé de la guerre. Ah ben, pourquoi pas? Et après tout, pourquoi pas? On a déjà annoncé le tome 3 de Yon en avril prochain, je crois. Tout à fait, oui. Donc, des monstres en ping-pong. Est-ce qu'ils vont dévorer les humaines? Ah ben, on le sait déjà dans le tome 2. Je vous laisse le lire, le découvrir. Merci beaucoup à tous les 4. Et Pauline. à vous Merci. pour avoir suivi l'émission. Merci beaucoup.